Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter une application de l'intelligence artificielle. C'est la solution DIAG, développée par le CERIS par une équipe pluridisciplinaire. DIAG est une solution d'aide au diagnostic de la COVID-19 au moyen de la tomodensitométrie et du deep learning. Pour commencer, nous allons voir les différentes dessertes applicatives de l'intelligence artificielle appliquées à la COVID-19, qu'elles soient thérapeutiques, diagnostiques ou dans le cadre de l'épidémiologie. Ensuite, nous nous intéresserons au diagnostic précisément réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous verrons l'approche ainsi que les données utilisées. Ensuite, nous nous attarderons sur le fonctionnement de cette intelligence artificielle. Nous lèverons le voile sur les algorithmes utilisés ainsi que les mathématiques derrière. Ensuite, nous apprécierons l'architecture logicielle ainsi que les différentes interfaces de notre solution. Et nous verrons les différentes limites qui peuvent se lever face au déploiement effectif de cette solution. Commençons par les différentes applications. Eh bien, la première étant la recherche médicamenteuse. L'IA a été développée sur des chimiothèques afin de proposer des réutilisations de molécules pour une nouvelle indication thérapeutique, celle de la COVID-19. Aussi, l'IA a été utilisée afin de proposer le modèle protéique 3D du SARS-CoV-2 et ainsi avancer des liaisons protéines-ligands pertinentes. Dans le domaine de l'épidémiologie, c'est l'évolution de la COVID-19 qui a été prédite au moyen des taux d'incidence ainsi que le pic épidémique. Aussi, l'efficacité des mesures gouvernementales a été étudiée par l'intelligence artificielle et il en est ressorti que rigueur menait à réduction des cas. Dans le cadre du diagnostic, c'est des données telles que celles de la radiographie, de la tomographie et de l'échographie qui ont été utilisées pour avancer des diagnostics précis. Pour le pronostic, c'est par exemple des données issues de la biologie qui ont été utilisées par l'intelligence artificielle et une précision du diagnostic a été réalisée en segmentant les lésions d'intérêt de la COVID-19 afin d'avancer la gravité des patients. Donc, c'est sur ces deux points que j'aimerais qu'on se focalise, car ils constitueront le vecteur de notre présentation. Nous nous intéresserons à présent au diagnostic réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle. Alors, les données utilisées sont celles issues de l'examen de scanner, donc la tomodensitométrie. Entre autres, on obtient un ensemble de coupes axiales nommées la tomographie thoracique qui nous permettent de voir l'intérieur des poumons ainsi que les lésions. Nous allons utiliser ces différentes coupes pour constituer une base de données contenant des coupes saines et des coupes COVID, contenant les lésions COVID. Elles seront analysées par une intelligence artificielle qui apprendra à distinguer entre les coupes. De sorte à ce que lorsqu'un nouveau patient se présente avec un CT scan que l'IA n'a jamais vu, eh bien, elle avance le diagnostic correct de la COVID-19. Maintenant, pour la quantification des lésions, eh bien, elle est réalisée de la manière suivante. Nous constituons une base de données de COVID-19 et nous avons demandé à des radiologues de segmenter précisément les lésions de la COVID à l'instar des opacités envers des peaux. Et ainsi, nous avons enrichi la réflexion de et à chaque convolution, on aura des productions de matrices de même taille que cette image, qui représente une charge de calcul qui est conséquente. Pour pallier à ça, l'opération de pooling est réalisée. Un exemple ici avec le max pooling où l'élément maximum de cette fenêtre
va être retenu, et cela à chaque pas. Ça va permettre de conserver les caractéristiques en réduisant la matrice. Ainsi, ces opérations de convolution et de pooling vont permettre d'avoir des caractéristiques compressées. Maintenant, comment arrive-t-on au diagnostic? Eh bien, c'est à l'aide de la dernière couche, exemple, classification avec la couche entièrement connectée. Cette couche va lister l'ensemble des caractéristiques et pour chacune d'entre elles, calculer la probabilité d'appartenance à une classe sain ou COVID. Ainsi, le réseau de neurones peut être vu de la façon suivante, un ensemble de couches de convolution et de pooling et in fine, la classification avec la couche entièrement connectée. Ça va nous permettre de prédire les classes, mais est-ce qu'on a une prédiction qui est correcte d'emblée? Bien, la réponse est non. On calcule le billet et puis on propage le billet au niveau de toutes les couches du réseau afin de mettre à jour les différents noyaux de convolution. Eh bien, cette méthode d'apprentissage s'appelle la rétropropagation du gradient. Ainsi, nous avons obtenu la classe COVID. Maintenant, on va rechercher la quantification de la lésion vers des polys. Elle est réalisée de façon analogue. Nous allons extraire les caractéristiques à l'aide des convolutions et des polys, puis nous allons reconstituer notre image en assemblant les différentes caractéristiques, entre autres à l'aide de convolutions, et nous allons les ajuster dans cette image correctement en utilisant les différents indices de pooling avec l'opération nommée upsampling. Ici, nous avons encodé et ici, nous avons décodé. Le réseau de neurones qui permet de réaliser ces segmentations de régions d'intérêt, c'est l'auto-encodeur. Alors maintenant que nous avons compris le fonctionnement de cette intelligence artificielle, nous allons nous intéresser à son utilisation. Commençons par les architectures. Client-serveur, un classique. Alors, le client envoie les différentes données au serveur web. Ce serveur web les envoie au serveur d'application. Le serveur d'application les transmet à l'application développée à l'aide notamment de l'environnement Flask qui va réaliser les différentes inférences sur nos modèles. Les modèles vont calculer les prédictions et renvoyer les diagnostics. Maintenant, au niveau du client, qu'est-ce qu'on va voir? La première page va permettre au clinicien d'accéder à son espace via un formulaire. Ensuite, il va avoir un guide concis qui va lui apprendre à utiliser l'outil Diag. Il charge les différents slides du CT scan. Il peut consulter au niveau de la visionneuse les différentes images et lancer en parallèle son diagnostic. Diag va lui rendre les différentes prédictions image par image qu'il pourra aussi constater au niveau de la visionneuse et une visualisation 3D des poumons et des lésions en nuage de points. Maintenant, pour qu'une telle application soit utilisable en pratique, il est nécessaire de répondre à un certain nombre de contraintes que nous allons voir en reprenant notre approche et en la décortiquant. Premier point, la constitution des bases de CT scan. Eh bien, il faut savoir qu'elle doit être représentative. On doit avoir des CT scans de patients avec des âges différents. Il ne faut pas avoir de distinction ethnique. Aussi, le protocole d'acquisition des CT scans est très important, notamment la distance entre les couches. Deuxième point, la segmentation des lésions. Il faut savoir que c'est une activité qui est chronophage parce qu'il faut faire une segmentation par plusieurs radiologues et chaque radiologue doit la faire plusieurs fois pour pouvoir obtenir un gold standard et le comparer aux segmentations faites automatiquement. Aussi, il faut que l'outil s'intègre au processus de travail du clinicien. Il ne faut pas qu'il le retarde, il faut avoir des réponses, des diagnostics qui soient rapides. Et il faut savoir qu'un tel outil peut faire face à une réticence, à un refus de la part du clinicien. C'est pour ça qu'il faut des résultats persuasifs. Et afin de les convaincre, eh bien, il faut de bons rapports de sensibilité et de spécificité et une segmentation qui soit précise suivant les métriques médicales à l'instar du score DICE. Eh bien, si nous parvenons à lever toutes ces contraintes, alors nous pouvons imaginer la perspective suivante. Un patient se présenterait, il effectuerait son examen de radiologie, il obtiendrait son CT scan qui serait analysé automatiquement par l'intelligence artificielle, qui avancerait le diagnostic en précisant les lésions, les vers dépolis, aussi les consolidations, etc. Et ce diagnostic précis serait remis au clinicien afin qu'il adapte sa thérapeutique. Et cela bénéficiera au final au patient.
Ainsi, la boucle sera bouclée. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce parcours. J'espère vous avoir donné un bagage non excédentaire et je vous souhaite bon courage pour la suite de votre aventure dans le domaine de l'intelligence artificielle. Merci. Merci. Merci beaucoup. On a vu on a en tout cas deviné dans la liste des articles, qui ont été présentés, une majorité d'articles écrits par des auteurs chinois. Je n'entends pas. Là, je vous entends. Là, vous entendez? Oui, oui. Oui. On a vu une majorité d'articles écrits par des auteurs chinois, ou des équipes chinoises dans les articles qui étaient présentés. Qu'est-ce qu'on peut dire du pourquoi? Est-ce que ce sont des laboratoires qui ont eu plus de facilité à effectuer les recherches? Est-ce qu'il y a eu plus d'investissement? Enfin, pourquoi la grande majorité, je crois, presque tous les articles émanaient de laboratoires chinois? Ça, c'est une première question. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut dire sur la construction de la base de données en pratique, dans le contexte français, ce que j'ai pu voir très clairement dans les tentatives de début de plateformes de données centralisées, les plus grandes difficultés, de loin, c'est dans la construction humaine et administrative de la base de données. À la fois, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre, quel est l'environnement légal et réglementaire, qui est en responsabilité, quelles sont les institutions qui ont le droit de mettre des cases ou de fournir les bases ou de donner leur avis. Et ces enjeux-là, en tout cas dans cette partie du monde, ici, sont beaucoup plus difficiles à résoudre que les problèmes mathématiques. Alors, par rapport à la première question, c'est vrai que la plupart des articles sont des articles chinois, mais ce qui est intéressant de voir, c'est les bases de données qui ont été utilisées. Au fait, ce qu'on fait, la base de données la plus utilisée, c'est une base qui contient à peu près 750 scanners, et c'est des images qui ont été récupérées à partir d'articles et non à partir de bases de données correctement réalisées. Ce qui fait que même les résultats avancés, au fait, dans plus, ils ont été souvent critiqués. D'ailleurs, il y a des articles qui avancent la maturité des articles actuels en ce qui concerne le diagnostic réalisé à l'aide de l'intelligence artificielle. Et on constate que la maturité, elle n'arrive qu'à 2%. Parce que les images utilisées, au fait, ce n'est pas des images qui permettent de réaliser des algorithmes robustes. Donc, le problème de réalisation de la base de données, c'est un problème toujours actuel pour avoir des IA qui répondent à la problématique de la COVID-19. Donc, ça c'est pour la première question. Et pour la seconde, au fait, la constitution des bases de données, c'est vraiment un problème. Non, ça touche la France actuellement, oui, mais au fait, ça devrait toucher tous les pays. Parce que là, ce qu'on dit, c'est qu'il nous faut une base de données qui soit représentative. D'accord? Et pour avoir une base de données représentative, il faut avoir un ensemble de systèmes au niveau des différentes populations. Est-ce que c'est le cas? Non. En pratique, non. Si vous allez, par exemple, si vous allez avoir un patient qui vient du Burkina Faso et qui va venir réaliser un diagnostic en France, il y a de fortes probabilités qu'une IA développée via les bases de données françaises ne présente pas un diagnostic qui soit cohérent, justement parce qu'elle n'a jamais vu des CT scans émanant de ce pays, parce que dans ce pays, il n'y a pas de système pour ça, qui puisse rassembler ces différents CT scans. Donc, en fait, il faut avoir des systèmes un peu partout, à mon avis, qui puissent remonter des informations différentes et représentatives des différentes populations pour pouvoir imaginer une base de données qui soit généralisée et qui soit un fondement solide pour une intelligence développée par la suite. Très bien, on va vous remercier pour votre intervention. Merci.